Bienvenue, bienvenue à chacune et à chacun pour cette deuxième journée de l'Université de la Terre. Merci de vous être levé un samedi matin aussi tôt pour nous rejoindre. Alors, je suis Vincent Meignier, mon rôle sera double ce matin. Le premier, c'est d'animer la discussion qui va avoir lieu. Et mon deuxième rôle sera d'animer une expérience à la fin de cette table ronde, une expérience immersive qui permettra d'intégrer ce qu'on se sera dit ce matin ensemble. Alors, avant d'accueillir nos intervenants, je vous propose un petit mot introductif qui va résonner fort probablement avec le contenu de cette table ronde. Vous l'avez peut-être remarqué, l'édition des 20 ans de l'Université de la Terre est accompagnée par un messager étoilé. Ah, il a disparu. Le Petit Prince. Et donc, je vous propose, pour commencer, d'écouter Olivier Daguet, qui est président de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, accompagné du Petit Prince, évidemment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de la Terre. Je m'appelle Olivier Daguet et je représente la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse. Nous sommes honorés de vous accueillir avec le Petit Prince et la Fondation pour fêter les 20 ans de l'Université. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir pourquoi cette association entre le Petit Prince et l'Université de la Terre et pourquoi notre soutien à la cause de la Terre. En fait, il y a une convergence évidente entre le message visionnaire éco-poétique d'Antoine de Saint-Exupéry et la cause de Gaïa, notre terre. Toute son œuvre littéraire est imprégnée du souci de sauver l'humanité et la planète des conséquences négatives du progrès matériel et scientifique et des dérives de la civilisation. À la veille de sa disparition, il écrit « La termitière future m'épouvante, je hais leur vertu de robot, moi j'étais fait pour être jardinier ». Aujourd'hui, Le Petit Prince est le livre laïque aux valeurs humanistes le plus traduit au monde. Mais le petit héros blond, créé par Antoine de Saint-Exupéry, est aussi devenu une icône, un ambassadeur de la planète pour les nouvelles générations du monde entier. Le Petit Prince donne de l'espoir à nos enfants dans leur bataille pour faire face aux grands enjeux de notre époque, liés au réchauffement climatique et à la préservation de nos conditions d'existence sur notre belle planète Terre. Enfin, la personnalité d'Antoine de Saint-Exupéry rassemble et fédère. On le surnomme le philosophe du lien, lien social et lien spirituel entre tous les hommes. Pour toutes ces raisons, nous sommes particulièrement motivés d'apporter notre contribution d'image et de sens au travail essentiel qui est fait ici pendant 2 jours. Alors, bons échanges et vive la Terre! Merci Olivier. Des échanges essentiels, je crois que c'est effectivement ce qui est au programme de cette table ronde. Et je ne doute pas que effectivement Saint-Exupéry et le Petit Prince soient aussi un sujet qui apparaissent dans nos échanges. Donc je vais maintenant accueillir nos intervenants, à commencer par Corinne Pelluchon. Bienvenue. Vous pouvez l'accueillir, merci. Corinne Pelluchon, vous êtes philosophe, professeure de philosophie politique et d'éthique appliquée à l'université Gustave Eiffel, spécialiste de l'éthique médicale, environnementale et animale, autrice d'une 15aine d'ouvrages, dont L'être et la mer pour un existentialisme écologique, ainsi que La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin, qui est paru la semaine dernière. Bienvenue, merci d'être là, Corinne. Je vais accueillir maintenant Jean-Pierre Gou, s'il vous plaît. Bienvenue, Jean-Pierre. Vous êtes un entrepreneur engagé, écrivain, conférencier, ingénieur, ancien chercheur en mathématiques, président de Biosphere Economics et de l'ONG One Home, qui montre pour la première fois de l'histoire la Terre tout éclairée depuis l'espace, et auteur des sagas Siècle bleu, puis Révolution bleue, dont le premier tome, La petite princesse, est paru chez Erol il y a 1 an, et dont le prochain tome, La clé des songes, est en préparation. Il sort en août. Il sort en août, voilà.
Et nous accueillons également Mathieu Ricard, connecté depuis Katmandou au Népal. Est-ce qu'on voit Mathieu ? Moine bouddhiste, auteur, photographe, scientifique. Parmi vos ouvrages figurent Plaidoyer pour le bonheur, Plaidoyer pour l'altruisme, Plaidoyer pour les animaux. Auteur d'une douzaine d'albums de photographie également, dont un demi-siècle dans l'Himalaya et Émerveillement, dont on va sûrement parler ce matin. Et en 2000, vous avez fondé l'association humanitaire Karuna Sechen, qui vient en aide à 500 000 personnes annuellement au Népal. Et vous êtes tous les trois les bienvenus ici. Merci de votre présence ce matin. Alors, petit temps de cadrage. Vous avez ici 3 autrices et auteurs aux démarches bien différentes, parce que finalement vous avez exploré des terrains différents, si bien que vous n'avez peu ou pas connaissance finalement des travaux de chacun. Et c'est du coup un peu une opportunité de vous voir discuter un peu tous les 3 ce matin. Donc vous appelez en fait finalement à prendre conscience d'une manière différente de ce grand destin commun pour les vivants et à proposer des moyens de cheminer ensemble. Alors, un destin commun pour les vivants. Je vous propose que cette discussion, on l'articule un peu en 3 parties. La première, c'est de se dire quelle est la situation des vivants aujourd'hui qui nécessite finalement cet appel à un destin commun. Donc on va d'abord rentrer dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre du présent, de la situation d'aujourd'hui, avant de se projeter vers quelque chose qui serait plutôt de l'ordre du futur. Et la thématique de cette université est nature égale futur, tiens donc. Donc, finalement, on entendra le cœur de cet appel, riche de la singularité de chacun. Et enfin, nous terminerons par explorer le comment. Comment créer, comment déclencher, comment soutenir, comment incarner cette dynamique. Voilà, on est en petit comité, vous l'avez vu, petite table ronde. Donc ce que j'ai proposé aux intervenants, c'est plutôt qu'on soit dans quelque chose de l'ordre d'une discussion, qui est une forme de spontanéité. Je leur ai offert un cadre assez libre, et donc il est possible que finalement les uns et les autres se posent même des questions. Voilà, c'est vraiment un temps un peu cocooning que je vous propose ce matin, même si nous prendrons soin, bien sûr, des 7250 km qui nous séparent de vous, Mathieu, mais nous sommes connectés ensemble. Voilà, c'est parti, les amis. Je vous propose de démarrer par cette question de OK, c'est quoi la situation aujourd'hui? La situation des vivants qui nécessite un appel. Je me tourne vers vous, Corinne, pour démarrer. Bonjour à tout le monde. Alors cette question, elle est redoutable. Hein. Donc la situation des vivants, elle n'est pas très bonne, mais je dirais pour commencer que le vivant, ce n'est pas seulement l'ensemble des vivants, des animaux, ni des écosystèmes, de ce qu'on appelle des plantes, de l'environnement, c'est également le vivant en nous. C'est-à-dire que les dégradations que nous faisons subir aux écosystèmes, les souffrances inouïes que nous infligeons par nos modes de consommation aux animaux, et tout cela, c'est lié à aussi notre incapacité ou nos difficultés à nous penser dans notre condition terrestre, dans ce que nous avons en commun avec les vivants, notamment avec les animaux, et dans notre dépendance à l'égard des éléments, des aliments, des écosystèmes. C'est-à-dire que vraiment, il faut aussi jeter le projecteur sur ce que disent de nous ces usages de la terre et cette manière violente d'interagir avec les autres vivants. Et pour formuler cela, pour montrer que la violence finalement est une, il y a un mot que j'apprécie, je ne suis pas la seule, c'est celui de domination. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de maîtriser seulement le vivant, il s'agit vraiment d'une domination triple, à la fois des autres humains, parce que la dégradation de l'environnement s'est faite aussi historiquement en lien avec le colonialisme, avec l'exploitation des humains, mais en tout cas ce modèle de développement est bien violent envers les autres humains
il est également violent envers la nature à l'extérieur de nous et il est peut-être lié aussi à la répression de notre condition matérielle, charnelle, vulnérable, mortelle. Et c'est donc la prise de conscience de notre finitude, de notre condition terrestre. Nous ne sommes pas seulement en liberté, nous dépendons des autres et des éléments et des autres vivants. Eh bien, cette prise en compte de notre nature, en ce sens, peut être la clé pour nous réconcilier avec nous-mêmes et avec le vivant en nous. Et donc, l'appel à un destin commun, c'est peut-être cela, hein, tout en mesurant, et je m'arrêterai là, tout en mesurant tout ce qui nous distingue des autres vivants, tout en mesurant l'altérité, l'hétérogénéité très importante des animaux et le fait que parfois on ne les connaît pas, on ne les soupçonne pas. Donc c'est aussi un rapport à l'altérité, à l'hétérogénéité des formes de vie et donc un respect de cette diversité. Et moi, pour nommer ce respect de la diversité, cette prise en compte de la valeur propre de chaque être, eh bien, j'appelle ça la considération. Donc voilà, donc je dirais que les débats que nous avons vont au-delà même d'une simple question de l'environnement qui serait réduit à sa dimension de protection de la nature et de lutte contre les dégradations qui menacent notre survie et celle de nos descendants, mais c'est aussi une réflexion sur nous-mêmes, donc un rapport à l'anthropologie, à une révolution anthropologique. C'est donc aussi une réflexion sur la déshumanisation de notre modèle de développement et on développera tout à l'heure, je crois, les raisons de cet écart que nous vivons aujourd'hui entre la prise de conscience en général, enfin partagée, de l'importance de l'écologie, de la souffrance animale et les réponses finalement très timides à la fois au niveau des styles de vie, des modes de consommation et des réponses politiques. Donc cet écart entre la théorie et la pratique, la pensée et l'action est peut-être le défi majeur à surmonter aujourd'hui pour en finir avec cette liquidation de la civilisation qui est la suite de notre comportement de prédation et de domination. Ouais, merci. Ok, merci Corinne. J'ai l'impression que ça pose déjà bien le périmètre et j'ai l'impression que le champ est vaste puisqu'on a d'un côté les grandes structures économiques, politiques, nos schémas de développement à l'échelle macro, jusqu'à nos schémas de développement à l'échelle intérieure, individuelle. Ok. Jean-Pierre, ouais. Alors, peut-être, oui, pour évoquer la situation actuelle, en fait, on a une crise du vivant et des vivants. Cette crise, elle n'est pas juste la souffrance des parties, mais elle est aussi une crise du tout, puisque les vivants créent les conditions d'existence pour que le vivant puisse exister. Et en menaçant le vivant, on menace le fait de pouvoir être vivant dans le futur. Et cette crise globale, elle est nouvelle à l'échelle de l'humanité. Et face à des défis qui sont globaux, on a deux choix, le chacun pour soi ou le tous ensemble. Et c'est vraiment le test qu'on a dans ce siècle, de faire un choix de l'un ou de l'autre. Et on voit aujourd'hui différents modèles qui, au niveau global, s'affrontent ou se confrontent pour avoir cette réponse. Et si on dézoome un peu, on voit qu'il y a aujourd'hui deux grandes tendances, quoi. Peut-être une tendance, on pourrait dire chinoise, où il y a une grande conscience du long terme, mais très, on va dire, presque dictatoriale, et dans lequel il y a une notion d'unité, mais pas de diversité, ou en tout cas une moindre place accordée à la diversité, et puis surtout une place dans le monde qui place la Chine au centre et le reste en une sorte de vassal, et qui finalement n'est pas un projet pour tous les vivants et tous les humains, et dans lequel le vivant est considéré comme une ressource et non pas comme une partie prenante nécessaire, ou en tout cas pas à l'extérieur de la Chine. Il y a un autre modèle qui est plutôt un modèle américain, qui est basé sur des forces de marché sans entrave, et dans lequel il y a une liberté ou une diversité qui est autorisée, en tout cas jusqu'au 20 janvier c'était le cas, pas de notion d'unité. Et donc on est dans la diversité sans unité. Et là, le risque, c'est d'aller dans l'anarchie ou dans l'oligarchie, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a besoin d'une troisième voie où l'humanité
s'uniraient dans la diversité. Et ça, cette troisième voie, elle n'existe pas nécessairement encore. Moi, c'est celle que j'explore dans mes romans et que j'appelle la Révolution bleue. Et elle part du principe que aujourd'hui, on est tout le temps en train d'opposer nature et humanité. Mais en fait, le vaisseau Terre et ses passagers, humains et vivants, les autres vivants, c'est la même chose. Le vaisseau et les passagers sont faits de la même substance, et le but, c'est d'unir ça et de raconter la plus belle histoire qu'on puisse sur cette petite partie du cosmos. Merci Jean-Pierre déjà de poser quelques éléments sur ce que pourrait être finalement un appel à destin commun pour l'ensemble des vivants pour le coup. Mathieu, je me tourne vers vous. Le vivant, vous l'avez photographié pendant de longues années, et aussi bien le vivant humain que non humain. C'est quoi l'état du vivant au travers de vos yeux? D'abord, déjà, pour commencer, l'Homo sapiens a passé la vaste majorité de son histoire en tant que chasseur-cueilleur. Je crois que c'est 95% du temps. Il y a 12 000 ans, nous étions entre 1 et 5 millions d'êtres humains sur Terre, donc les dégâts que nous pouvions infliger à la planète étaient extrêmement limités. Et les sociétés de chasseurs-cueilleurs, qui étaient des petites sociétés, étaient éminemment communautaires, coopératives et sans hiérarchie. Alors, après, c'était dû à des bouleversements du climat. À un moment donné, il y a eu même un goulot d'étanglement. On est passé à 45 000 Homo sapiens. On a failli ne pas être là. Donc, nous sommes tous cousines et cousins. Et puis, à un moment donné, nous sommes rentrés dans une période exceptionnellement stable du point de vue climatique, qu'on appelle l'Holocène, jusqu'au XXe siècle, et ce qui a permis la sédentarisation des chasseurs-cueilleurs, l'agriculture, l'élevage. Aussi, en même temps que l'élevage, l'esclavage est apparu. Les guerres sont apparues, avec des groupes d'hommes jeunes qui vont faire la guerre, qui vont entrer en conflit avec d'autres. Et donc, notre pouvoir n'a cessé d'augmenter à mesure que la population augmentait. Et de 1 milliard en 1900, maintenant nous en sommes presque 8. Et notre pouvoir, à cause de la révolution industrielle, technologique, scientifique, a été multiplié des millions de fois. Mais la considération d'autrui, le care, la coopération, n'a pas grandi dans la même mesure. Donc nous avons un défi d'avoir des instruments d'une puissance extrême, mais peut-être de ne pas avoir la capacité de les utiliser avec une motivation qui prenne suffisamment en considération le sort des autres êtres, des frères et sœurs humains et des autres espèces. Alors évidemment, ça a donné lieu à des extrêmes. Pour donner qu'un seul chiffre, on estime environ que Homo sapiens, on a été environ 120 milliards depuis notre apparition. Ce n'est pas beaucoup parce qu'effectivement, il y a 10 000 ans, on était très peu. C'est le nombre d'animaux terrestres et surtout marins que l'on tue pour nos soi-disant besoins tous les 2 mois et de manière répétitive. Donc là, il y a évidemment un déséquilibre considérable. Et donc, de ce fait, en entrant dans l'Anthropocène dans les années 50, avec la grande accélération, nous sommes venus l'acteur majeur qui peut modifier considérablement tout ce dont nous vivons. C'est vrai que l'environnement, ce n'est pas forcément un bon terme, parce que ça veut dire qu'on ne ferait pas intégralement partie, or on ne peut pas s'en extraire. Donc là, ce défi, il vient à beaucoup de niveaux. Et alors, on peut le voir ça de façon négative. Il y avait un article dans la revue Nature qui analysait le taux de l'importance des différents prédateurs sur Terre. Et il disait que la plupart, ce qu'on appelle des prédateurs, c'était par rapport à des espèces végétales, animales très précises. Et nous étions le seul qui, globalement, avait un effet, ce qu'on pourrait appeler prédateur, sur l'ensemble des espèces qui pourrait aboutir à cette 6e extinction. Donc c'est clair qu'en plus, dans l'échelle de temps, maintenant nos actions se répercutent sur des générations à venir. Donc c'est vrai que nous avons une responsabilité accrue et nous devons y faire face, l'assumer. Donc un engagement personnel et une responsabilité globale, faute de quoi les générations futures disaient « vous saviez et vous n'avez rien fait ». Donc voilà, en gros, c'est vrai que nous sommes un peu à un tournant. Les choses ne se présentent pas toujours trop bien. Mais nos amis scientifiques disent qu'il est encore temps, mais à condition de faire des changements draconiens dans notre manière de vivre. Oui, merci. Est-ce qu'on peut se dire un mot encore un peu plus loin sur nos conditionnements? Là, Mathieu, on parlait presque finalement de la place de l'égoïsme qui est très présente, de la déconnexion au vivant. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de partager là-dessus?
Bienvenue. Ouais. Oui, je pense que c'est très important. Égoïsme ou narcissisme. Il y avait un philosophe, Erich Fromm, qui dans les années 50 ou 60 disait que si on ne sort pas d'un narcissisme individuel et collectif, le nationalisme étant ce délire à plusieurs, ce narcissisme collectif, eh bien, on irait vers une autodestruction et qu'il fallait trouver les moyens de contrecarrer cela par une sorte de maturité. Finalement, ce que nous demande cette situation démographique, écologique et politique actuelle, c'est une maturité. Et je voudrais revenir sur les ressorts inconscients, justement, de cette domination. Parce que c'est vrai que le sentiment que nous avons d'être mortels, d'être insignifiants, et le sentiment que nous avons presque tous aujourd'hui d'être dépassés par les événements et la situation, d'être impuissants, tout cela, loin de rendre l'écologie désirable et même la démocratie facile, pousse les individus à user de stratégies de défense, de mécanismes de défense par lesquels ils commuent leur sentiment d'impuissance et de dépendance, de vulnérabilité en toute puissance. Et cela aboutit à des comportements contre-productifs, comme le présentisme, mais également l'addiction à la consommation pour oublier les dangers, pour oublier la peur, et aussi et surtout la polarisation, oublier l'incertitude, la commuer en certitude défendue absolument. Enfin, le fait d'élire un chef, entre guillemets, charismatique qui nous fait à croire que nous participons à une entreprise grandiose qui va éteindre en nous ce sentiment de déréliction, de nullité et nous faire penser que nous sommes supérieurs aux autres. Donc le nationalisme qui aujourd'hui réapparaît de manière assez importante partout dans le monde. Le fait que l'écologie, loin d'être désirable, est dans beaucoup de pays, en Allemagne et en France, un petit peu mise de côté, voire critiquée, l'addiction à la consommation, la polarisation, tous ces phénomènes qui ont l'air très différents, ont ceci en commun qu'ils sont des manifestations de ces stratégies de défense par lesquelles chacune essaie de se sauver, de se défaire de ce sentiment d'impuissance que les mauvaises nouvelles et l'incertitude dans laquelle nous vivons, notamment au niveau géopolitique, accélèrent. Donc là, une des réponses, parce qu'il n'y a pas une solution, il y a plusieurs approches, eh bien, c'est quand même de penser cette articulation entre les structures psychiques et les structures sociales et politiques et d'offrir aux individus, d'abord de dire aux personnes qu'il n'est pas honteux de se sentir dépassé, vulnérable, et de travailler sur ces sentiments négatifs afin qu'ils ne soient pas commués en passion triste, en ressentiment, en colère. Donc il y a l'idée, je crois que ça va résonner avec tout ce que fait Mathieu Ricard, dont j'ai lu les écrits, c'est-à-dire que Hannah Arendt disait qu'il y avait le choix pour les modernes entre deux affects, le ressentiment ou la gratitude. Gratitude à l'égard du donné, même à l'égard de ce qui nous échoit, qui est pas forcément, qui nous contente pas forcément, et surtout gratitude à l'égard d'un monde qui rend possible l'accueil d'êtres nouveaux, la naissance, qui sont chacun la promesse de renouvellement du monde, une promesse pas toujours tenue et qui demande beaucoup de choses au niveau de l'éducation. Mais l'idée que c'est ça qu'il faut réapprendre, donc à la fois, et je m'arrêterai là, insister sur les ressorts inconscients qui expliquent cet écart entre la pensée et l'action et le fait que souvent nous travaillons contre nos intérêts, finalement, et en même temps, donc comprendre l'ambivalence de l'humain, voire sa destructivité, et en même temps insister sur la gratitude, l'émerveillement et la connexion au vivant. Il y a énormément de philosophes aujourd'hui, et vous aussi, vous faites ce travail qui insiste sur cet élargissement de la subjectivité, ce lien aux autres vivants. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut aussi prendre conscience du fait que l'humain, contrairement aux autres vivants, il est très compliqué, il éprouve son existence comme... Il a besoin d'exister, de se distinguer des autres. Il est, je dirais pas plus belliqueux que les autres, mais en tout cas, il a besoin de participer à quelque chose de plus grand que lui. Et donc peuvent émerger, enfin peuvent arriver ce que un philosophe que j'aime beaucoup, tchèque, Fatoška, appelait les crues orgiaques, c'est-à-dire le fanatisme, le nationalisme. Et donc, je crois que c'est ça aussi qu'il faut rendre hommage à la complexité de l'humain, à son ambivalence et travailler sur les ressorts négatifs et positifs. Merci. Oui, sur la dimension intérieure de la crise du vivant qu'on vit,
il y a quelque chose qui se renforce à l'époque actuelle, c'est l'illusion de la séparation, c'est-à-dire le fait qu'il y a nous et le monde, alors que le monde est une trame, est une matrice dont on fait partie, et le fait de se recroqueviller sur soi en oubliant que nous sommes tous reliés, on se prive à la fois du plus grand des supports et de la plus grande des forces de régénération du monde. Et cette illusion de la séparation, elle est très profondément inscrite en nous, et la destruction du monde, elle vient justement d'une exacerbation de ce sentiment que le Petit Prince de Saint-Exupéry avait pointé, et il nous donnait une clé, cette fameuse phrase dans laquelle il disait « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur ». C'est-à-dire que ce que l'on ne voit pas dans le monde, ce sont les liens entre les êtres humains, les liens avec les autres êtres vivants. On ne peut pas les voir, on ne peut que les ressentir. Et aujourd'hui, on s'est coupé du ressenti, et du coup, on ne voit plus, quand on détruit, Mathieu Ricard, vous parlez beaucoup de compassion, d'empathie, d'altruisme, on ne ressent pas les dégâts que l'on cause sur les autres, on ne ressent pas cette trame du vivant qui est en train de se détruire, de s'éclater. Et c'est vraiment à ce niveau-là, dans la conscientisation du fait qu'on est dans un monde de relations, qu'on peut peut-être trouver une force pour arriver à construire un monde plus beau. Et l'autre chose, vous parliez d'inconscient, c'est peut-être l'inconscient qui va nous sauver. C'est-à-dire que toutes les stratégies qu'on a mises en œuvre pour l'instant dans la transition écologique sont des stratégies du conscient, fais pas ci, fais pas ça, d'essayer de changer les comportements, mais les comportements, ils sont liés à des programmes inconscients qui s'appellent les croyances, elles-mêmes sont liées à des structures plus grandes qui sont des worldviews, des visions du monde, et justement c'est dans ces visions du monde que si on éduque des enfants en leur disant que le monde est séparé et qu'il est fait de choses qui sont non interconnectées, il va développer une vision du monde et une croyance d'appartenance au monde basée là-dedans. Et c'est vraiment au niveau de l'inconscient qu'on peut agir pour essayer de toucher à ces worldviews qui structurent les croyances et qui induiront directement des nouveaux comportements. Voilà. Merci. Bien, je pense que la situation est bien posée, que le challenge est ambitieux, qu'il y a finalement un paquet de conditionnements à questionner. Est-ce qu'on peut commencer, parce que je vois le temps qui passe et donc je tiens aussi un peu la structure. Avant de vous passer la parole, Mathieu, j'ai envie qu'on commence à regarder le cœur de cet appel. Un appel à quoi ? Et en me tournant vers vous, Mathieu, il y a peut-être ce sujet d'harmonie durable versus développement durable qui pourrait être intéressant à développer maintenant. Oui, alors si je peux pas mal juste rebondir un petit peu sur nos deux amis. Alors c'est sûr qu'on vit dans une épidémie du narcissisme, c'est d'ailleurs le titre d'un livre de Jane Quinby qui a fait une recherche sur le narcissisme et son augmentation dans le monde, dans la société américaine, un hyper-individualisme. Et aussi, donc, certains, tout pour soi, quoi. Et donc, ça, vous voulez, ça ne peut pas marcher, ça, parce que nous sommes tout, ils sont rien, c'est voué à l'échec. Et pour revenir aussi sur l'interdépendance, ça, c'est au cœur de la philosophie bouddhique depuis 2500 ans. Quand on dit l'homme serait extrait de la nature, c'est comme s'il pouvait s'extraire son propre corps. Tout n'existe qu'en relation, et rien n'existe par soi, en soi, de manière autonome, permanente, etc. Donc ça, c'est effectivement l'ensemble de tout le monde des phénomènes, pas seulement de la biodiversité, fonctionne sur des relations. Alors, cette idée d'harmonie durable, ça m'est venu une fois en pensant au concept de développement durable. Parce que quand on parle de développement, c'est toujours un peu ambigu, on pense à un développement quantitatif, qui n'est évidemment plus possible parce qu'on n'a pas 3 planètes au rythme où on va. On sait qu'aujourd'hui, vers le mois de juillet-août, on a épuisé toutes les ressources renouvelables de la planète. Donc, il faut apprendre à faire mieux avec moins plutôt que pire avec plus. Alors, pour ça, qu'est-ce que signifie l'harmonie durable? Ça a 2 facettes. Une sociale, c'est-à-dire remédier à la pauvreté au sein de la richesse. On sait que les inégalités ne cessent de croître, de manière galopante d'ailleurs, depuis le Covid et autre chose. Donc ça, c'est extrêmement délétère. On sait que les pays les plus inégaux, la durée de vie, les soins de santé, l'éducation, tout ça va très mal. Donc, il est indispensable de remédier à ça.
Et sur le long terme, l'harmonie durable, c'est de rester en harmonie avec notre environnement, de sorte que nous pouvions poursuivre, si possible, dans cet Holocène qui nous a permis de prospérer. Donc voilà, c'est une idée qui rejoint beaucoup d'autres concepts qu'on appelle le triple index, l'index financier, l'index social et environnemental. Alors le Bhoutan, auquel j'ai vécu une dizaine d'années, a proposé l'histoire de bonheur national brut. Mais en fait, c'est 3 index. Donc la richesse sociale, par exemple, c'est que si on fume du tabac, c'est bon pour le PIB. Si on va ensuite dans un hôpital pour le cancer, c'est bon dans le PIB. Ensuite, les croque-morts arrivent, c'est bon pour le PIB, mais c'est un appauvrissement social. Si on coupait les forêts, le Bhoutan, dans sa constitution, a garanti 60% de couverture naturelle. C'est dans la constitution. Il pourrait couper les forêts, c'est 25 fois le PIB, sauf que ça serait une perte de richesse environnementale. Donc, en bref, les nations n'aiment pas le sentiment qu'ils stagnent ou qu'il y a une sorte de récession. Et donc, si on ne mesurait pas uniquement le PIB, d'ailleurs, le fondateur du PIB, Kuznets, avait toujours dit c'est jamais une façon de mesurer le bien-être d'un pays, mais uniquement les échanges financiers. À ce moment-là, si les index sociaux et environnementaux, c'est-à-dire le bien-être de la population et le bien-être de la biodiversité, continuaient à s'améliorer, et même si le PIB diminuait, on pourrait être satisfait de tout ça. Donc, c'est un peu une manière de voir comment, effectivement, un développement qualitatif et non pas quantitatif. Merci. Corinne, sur la partie existentialisme écologique et ce que vous avez développé dans votre dernier ouvrage « L'être et la mer », comment nous pourrions se représenter ce destin commun ? Alors, je dirais qu'il faut d'abord penser la communauté négative, le fait que nous avons un naufrage commun. Déjà, parce que, bon, ça c'est la première chose, c'est déjà important. Il n'y a pas de vainqueur ni vaincu à terme, même si certains souffrent déjà beaucoup plus que d'autres des conséquences du réchauffement climatique. La deuxième chose, c'est que moi, je me méfie toujours un petit peu du mot de bien commun. Bien sûr, c'est fondamental. La démocratie, c'est l'institution a posteriori du bien commun, toujours révisable, mais a posteriori. Parfois, quand on pense de bien commun, certains veulent amener leurs valeurs qui sont celles de leur culture et les imposer. Donc, il y a ce geste un peu paternaliste d'un faux universalisme, donc qui est finalement le masque d'une sorte d'impérialisme dont je me méfie. En revanche, il y a l'idée de monde commun que je reprends à la philosophe Hannah Arendt, le monde commun qui m'accueille à ma naissance et survivra, j'espère, à ma mort individuelle, qui est fait du patrimoine naturel, technologique, culturel aussi, des institutions, et des générations passées, présentes, futures. Passées parce que ma naissance, quand je viens au monde, eh bien, il y a le trouble de plusieurs existences derrière la mienne. Je ne me suis pas mise au monde toute seule. Et par mes actions, même dès que je mange, eh bien, et par les technologies surtout actuelles, j'ai un impact sur les êtres présents, mais également sur ceux qui ne sont pas encore nés. Et donc, il y a cette transcendance dans l'immanence. En fait, le monde commun qui m'accueille à ma naissance me fait faire l'expérience d'un rapport à l'infini, à l'incommensurable, à quelque chose qui me dépasse, mais qui est à ma mesure, enfin, au sens où, enfin, qui est, disons, dont je peux faire l'expérience. Et il y a un mot, excusez-moi, c'est un peu un jargon, mais que Jean Val avait inventé et qui me plaît beaucoup, c'est la transdescendance. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de penser le rapport à l'infini, à la transcendance, ou bien c'est au-delà de moi-même, c'est le suprarationnel, c'est l'infini, ça peut être Dieu, c'est une ascension, ou bien c'est plutôt une descente, un approfondissement de la connaissance de soi comme être charnel, engendré, mortel, vulnérable, qui vit d'eau, d'air, d'éléments, qui s'est pas mis tout seul au monde, qui doit son existence à ses parents et au-delà à cette lignée ou liaison ombilicale des vivants. Et finalement, l'approfondissement de la connaissance de soi dans son caractère charnel et bien fait prendre conscience de ce monde commun qui est comme une transcendance dans l'immanence et produit un élargissement de la subjectivité. Beaucoup de gens ont dit ça, Spinoza en son temps, quand il parle du rapport au tout. Ça veut dire, ça produit
c'est-à-dire que les représentations, les worldviews, les connaissances, les interactions entre nous et avec les vivants génèrent des désirs autres, des aspirations, ce qu'on appelle aussi des valeurs, et modifient le régime de notre affectivité, font naître la joie, le sentiment, la compassion, la gratitude, éteignent l'obsession de la maîtrise et de la domination à l'égard des autres. Donc du coup, il y a cette transformation de la subjectivité liée à cette expérience. Et moi, si vous voulez, c'était une manière parce que je ne m'oppose pas à toutes les traditions religieuses qui chacune a offert des moyens de penser ce rapport à la transcendance. Mais la philosophie, comme disait Nietzsche, elle est athée, hein, même si on croit en Dieu. Il y a l'idée de produire par la raison des discours qui permettent là de penser un rapport au spirituel, pour le dire de manière un peu vague, avec ce mot usé, c'est-à-dire un rapport de l'éthique ou du rapport à soi, aux autres, relié à quand même un rapport à ce qui me dépasse. Et je trouve que prendre conscience de notre appartenance à un monde commun, à cet infini, bien c'est justement que moi j'appelle après, mais on en parlera, on n'a pas trop le temps, la mer. Eh bien c'est pas avoir l'être et le néant, quoi. On est seul et sans excuse, au sens où il n'y a pas dans les conventions établies des réponses à la manière dont chacun doit faire pour se conduire individuellement et collectivement. Il faut instituer peu à peu le bien commun qui est quand même incertain, qui doit aussi respecter la pluralité des points de vue et des perspectives, mais on est sans excuse parce qu'il faut en rendre compte, il y a une responsabilité, mais on n'est pas complètement dans une dérive. Il y a ces êtres qui nous ont précédés, ce monde commun qui nous oblige, et cette planète que nous avons le devoir de transmettre. Donc je trouve que, et je m'arrêterai là, c'est vrai que quand on parle de crise écologique, c'est très faible, c'est une crise du sensible, c'est un rapport à nous-mêmes, et c'est aussi une crise du sens qui est liée au fait qu'on a le sentiment que nos vies, finalement, n'ont d'horizon qu'individuel. Or là, cette présence du monde commun, à même mon existence, donne un horizon à ma vie. Bien sûr, je vis pour moi, mais il y a aussi ce monde commun à préserver. Et ça ouvre un petit peu l'avenir, puisque aussi la détresse de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est de ne plus pouvoir ouvrir l'avenir, de ne plus pouvoir voir le futur, et d'avoir le sentiment que finalement, nos vies n'ont pas de sens, sauf par la compétition, la concurrence, tout ce qui a bâti ce modèle de développement qui nous jette, pour ainsi dire, les uns contre les autres. Et donc, du coup, voilà. Donc, je n'ai pas le temps de dire ce qu'était l'existentialisme écologique, mais c'était plus qu'un coexistentialisme, c'était un décentrement du regard, mais c'était aussi cette idée-là de penser un rapport aussi à soi par le rapport à l'incommensurable, à même mon existence. Merci Corinne, c'est super complémentaire. On a Mathieu qui nous propose finalement une voie où nous prendrions soin de chacun et de chacune, au sens vraiment l'ensemble des vivants, humains, non humains, avec de nouveaux indicateurs. Corinne, finalement, l'essence même pour moi de ce message, c'est comment nous nous connectons, comment nous sommes reliés à plus grand que nous. Et peut-être que ça fait une transition parfaite pour introduire Homo Biospheris. Oui. Alors, on est dans une époque aujourd'hui où, effectivement, on a du mal à se projeter dans le futur et où le narratif qu'ont les humains sur leur espèce, c'est-à-dire l'équipe sur laquelle on appartient, est assez négatif. Il y a un fond misanthrope qui fait que les gens ne croient pas profondément au fait que l'humain pourrait réussir à sortir de cette multicrise. Et puis, plus profondément, il y a un sentiment qu'on serait peut-être même une erreur du vivant, une erreur de la création, et que ça ne serait pas si grave si l'humanité disparaisse, quoi. Ce fond misanthrope est là, et moi je suis un humaniste profond, un optimiste profond, et je suis
émerveillé par la perfection à la fois du système dans lequel nous vivons sur la Terre, mais de l'univers. Et le départ de mon travail il y a 5 ans sur cet Homo bioceris, c'était de se dire que derrière cette histoire de la destruction, il y avait peut-être quelque chose de plus beau à l'œuvre et qu'il y avait peut-être d'autres forces qu'on ne voyait pas et qui étaient à l'œuvre. En fait, ces forces, elles sont à l'œuvre depuis, on va dire, l'origine de l'univers, et elles nous traversent, et l'univers, il est fait de forces de destruction, mais aussi de forces d'union et de forces d'élévation, et c'est ces 3 forces ensemble qui structurent le réel. Et dans l'histoire du vivant, il y a ces forces d'union et d'élévation qui font qu'on est passé de quarks à des atomes, d'atomes à des molécules, de molécules à des êtres vivants monocellulaires à multicellulaires, des multitudes d'êtres vivants à une biosphère qui est, selon l'hypothèse Gaïa, qui n'est qu'une hypothèse, peut-être elle-même un être vivant qui maintiendrait les conditions d'existence de tous les vivants sur Terre. Et quand on voit en fait ce réel se structurer, et c'était Teilhard de Chardin qui disait que le monde évoluait toujours vers plus de beauté, vers plus de complexité et vers plus de conscience, quoi. Et où se place l'humain là-dedans? Et en voyant justement ces forces qui amenaient toujours des ensembles de plus en plus grands, de plus en plus beaux, de plus en plus complexes et de plus en plus conscients, je suis venu à formuler l'idée que est-ce que la prochaine étape de l'humanité ne serait pas de passer de 8 milliards d'humains séparés qui se considèrent isolés, sauf chez les bouddhistes évidemment, et vers un collectif planétaire qui prendrait conscience de lui-même, et que finalement la prochaine étape de l'humanité, ça serait la naissance de l'humanité, c'est-à-dire de faire un, et que ce un ne soit pas séparé du reste de vivant, mais que ce un soit un organe de la biosphère que j'appelle Homo bioceris. Et chercher une représentation en fait pour cet Homo bioceris qui serait cette grande humanité assagée qu'elle-même et au service du vivant, puisqu'elle serait un organe de la biosphère, chercher un mode de représentation, et cette représentation, je l'ai trouvée sur la couverture du Petit Prince, parce que si vous regardez la couverture du Petit Prince, vous avez quoi? Vous avez un gigantesque petit garçon sur une petite planète, et moi, depuis que je suis tout petit, je me demandais pourquoi il l'avait dessiné aussi grand sur une petite planète. Et l'hypothèse que j'ai formulée, c'est qu'en fait, ce Petit Prince géant sur cette planète n'est pas un individu, mais un collectif. C'est-à-dire qu'il est fait de milliards d'humains, et en fait, le Petit Prince, c'est l'humanité de sa planète. Et ce Petit Prince, il nous raconte comment lui, sur sa planète, il a réussi à vivre en harmonie et à préserver cette terre, notamment en prenant soin tous les jours et tous les matins. Et quand il visite l'univers avant d'arriver sur la Terre, il visite 6 planètes, et sur chacune de ces planètes, il y a toujours un collectif unique, mais qui est malade. Et aujourd'hui, ces collectifs sont des illustrations des maladies de l'humanité, et en fait des écueils de l'humanité. Et par exemple, vous avez le buveur qui est dans des addictions, et nous, l'humanité, on est prise dans des contradictions d'addiction au plastique, à l'argent, à l'alcool, au sucre, à toute une série de choses. On est comme le businessman à grande échelle, où en fait on est obnubilé par les chiffres, et à cause des chiffres, on va peut-être tuer tout le vivant. On est aussi comme l'allumeur de réverbère, c'est-à-dire que collectivement, toutes les 24 heures, vous avez tous les humains qui s'endorment et qui se réveillent dans un espèce de long mouvement sans avoir précisé quel est le projet humain. Donc cette quête de sens collectif fait qu'il y a une quête de sens individuel. Et quand il arrive sur Terre, le Petit Prince, c'est une sorte de conscience planétaire, puisque c'est une conscience du tout, de l'humanité en tant que tout, qui s'adresse à cet aviateur, et justement, elle lui donne ce secret que pour arriver à former un tout, il faut arriver à voir les liens et surtout à les ressentir par le cœur. Et le cœur, c'est-à-dire l'amour et l'énergie d'association, et cette humanité partagée ne pourra émerger qu'avec l'amour. Voilà. Donc c'est ça Homo bioceris, et c'est le sujet du roman La Petite Princesse que Olivier Daguet a préfacé. Et pour la petite histoire, ce livre, il est basé sur une lettre qui a été retrouvée il y a 2 ans, où Saint-Exupéry avait promis à sa femme d'écrire une suite du Petit Prince qui devait s'appeler La Petite Princesse. On n'a jamais retrouvé le manuscrit. En fait, c'est le point de départ de mon roman. Et dans ce roman, c'est l'histoire d'une petite fille dans le monde moderne qui est confrontée dans un monde où justement il y a les États-Unis, la Chine qui veulent imposer leur mouvement. Et elle démarre en fait une grande révolution qui s'appelle la Révolution bleue. Et elle cherche ce manuscrit de Saint-Exupéry dans lequel elle trouverait les clés d'activation d'Homo bioceris. Voilà. Et
peut-être juste une chose, pour rebondir à une chose qu'avait dit Mathieu Ricard, vous avez dit qu'il y avait eu à peu près 100 milliards d'Homo sapiens depuis qu'Homo sapiens existe. Et dans Le Petit Prince, il y a une phrase qui dit qu'il y a une étoile pour chacun d'entre nous. Et on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Donc le secret était dans Le Petit Prince aussi. Excellent, merci. Waouh, quel projet, du coup, déjà de faire de l'humanité, de chaque être humain, un collectif planétaire, et ensuite de se demander comment nous contribuons finalement à ce grand système du vivant. Donc, je suis en train d'introduire subtilement la séquence du comment on y va, comment on se met en mouvement, comment on crée, comment on incarne. Mathieu, l'altruisme, l'émerveillement, ne serait-il pas un moyen de se mettre en mouvement intérieurement? Oui, donc pour faire le lien à ce qui vient d'être dit aussi, un des théoriciens modernes de l'évolution, Martin Nowak à Harvard, qui a écrit un livre qui s'appelle Super Coopérateur, ils ont bien montré que la coopération a été beaucoup plus créative au fil de l'évolution que la compétition, même si elle existe bien sûr. Et que nous sommes des super coopérateurs, ce qui a amené à des espèces sociales comme les fourmis, les êtres humains, etc. Donc oui, ça c'est clair. La coopération est notre seul espoir. Et alors ça, en fait, c'est exactement formuler le grand défi du XXIe siècle, c'est de réconcilier les besoins de 3 échelles de temps. Vous avez une mère en Afrique qui a besoin de nourrir ses enfants la semaine prochaine. On ne peut pas trop lui parler qu'il ne faut pas couper des arbres, etc. C'est un besoin vital. Et puis, il y a les choses extrêmement rapides, les investissements qui changent toutes les 5 minutes avec des supercomputers, tout ça va très, très, très vite. Et puis, il y a le moyen terme, c'est une durée de vie, une génération, une carrière, une famille. Et donc ça, évidemment, l'espoir, c'est qu'on puisse s'épanouir dans l'existence, que les conditions qui nous soient fournies nous permettent de réaliser nos aspirations les plus chères, et c'est une aspiration tout à fait légitime. Et donc, il y a ce nouveau défi qui est celui donc, du long terme, puisqu'encore une fois, il y a 10 000 ans, on était si peu qu'on ne pouvait pas faire grand-chose en tant que dégâts, encore qu'on avait déjà commencé à éliminer toutes les espèces de très grande taille. Mais là, cet long terme est extrêmement pressant, puisque nous déterminons le sort de milliards et de milliards et de milliards, ce n'est pas seulement 8 milliards d'aujourd'hui, de générations à venir. Donc, il nous faut un concept qui permette d'asseoir autour d'une même table en pensant qu'on souhaite construire un monde meilleur, à part quelques fous furieux, comme il y en a quelques-uns sur la planète. Je crois que la plupart d'entre nous le souhaitent. Il faut qu'il y ait un concept commun pour réunir des entrepreneurs sociaux, des décideurs dans l'instant qui forment les politiques, et puis pour le moyen terme, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, et tous ceux qui déterminent la qualité de la vie dans un pays, parce que si un pays est le plus riche et le plus puissant, tout le monde est malheureux, à quoi bon? Et puis, il y a donc des scientifiques qui vous disent exactement ce qu'il faudrait faire, mais qu'on pense tous que c'est des empêcheurs de tourner en rond. Donc, quel est le concept qui permet d'œuvrer ensemble? Alors, c'est certainement pas l'égoïsme, comme vous l'avez dit, Corinne. Moi, mon marxiste favori, c'est Groucho Marx. Il a dit, pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi? Malheureusement, c'est ce que disent maintenant outre-Atlantique la plupart des dirigeants. Donc, ce concept, le seul qui soit vraiment pragmatique et qui ne soit pas simplement une noble utopie, c'est effectivement la considération d'autrui, c'est effectivement l'altruisme, c'est-à-dire souhaiter ensemble, en temps d'incertitude, prendre conscience davantage de notre humanité commune et aussi de notre sentience commune avec les 8 millions d'espèces qui partagent cette planète avec nous. Donc pour ça, ça veut dire une économie qui est au service de la société et non pas la société au service de l'économie, donner les conditions pour que tout et chacun puisse s'épanouir dans la société, dans sa vie, dans le travail, dans les transports, etc., et prendre sincèrement soin du sort des générations à venir. Parce que, comme j'avais une fois écrit un article, ça disait « Le futur ne fait pas mal, du moins pas encore ». Le problème, c'est que l'évolution nous a équipés pour réagir à des dangers immédiats. On a eu cet appel, j'ai entendu au début de notre entretien, qui dit en cas d'incendie, etc. Si on vous dit, si la sirène retentit maintenant, tout le monde sort à toute vitesse. Si on vous dit, il y aura un incendie dans 30 ans, on dit, bah, on verra bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on ne va pas bouger maintenant. Donc c'est à peu près ça. Il paraît-il que quand les scientifiques sont devenus très conscients des dangers des réchauffements globaux au temps du président Bush le père, ils sont venus le voir en disant, dans 50 ans, ça va aller vraiment très, très mal si on continue comme ça. Et la réponse est, en gros, revenez dans 49 ans. Donc ça ne fonctionne pas. Et donc, effectivement,
il faut mettre cet altruisme au cœur de l'éducation de façon parfaitement laïque, oser de dire que c'est le concept le plus pragmatique et le plus viable pour avoir davantage de considération d'autrui, de solidarité, de coopération. Kofi Annan l'a dit, seule la coopération nous sauvera. Bertrand Russell l'a dit. Donc je crois que, et ce n'est pas quelque chose de complètement fumeux, c'est vraiment quelque chose de pragmatique qu'on pourrait amener dans les institutions. On ne va pas rendre les gens plus altruistes, mais on va leur permettre à la coopération de triompher, au lieu d'avoir constamment le libre marché complètement fou, comme dérégulé aux États-Unis. C'est-à-dire que tout le monde peut faire n'importe quoi, et dans ces cas-là, ce qu'on appelle les free riders, qui finalement le bas du panier, qui domine le marché et toute la société. Donc il faut renforcer cette fibre de notre humanité commune et de sentience commune, et mettre au cœur de nos préoccupations le soin, la considération d'autrui. Donc, si vous voulez, juste pour finir, un des fondateurs de l'économie moderne, Francis Ellsworth, dit qu'il n'y a pas de place pour la compassion dans l'économie. Bon, très bien, on peut vous dire, oui, la compassion, c'est bien gentil, mais si aujourd'hui, n'importe qui, même un économiste, nous dit à propos de l'environnement et des générations à venir, I don't care, bon, ça passe pas très bien. Merci. Allez, on est dans le comment, on y va. Oui, moi je voudrais insister sur 2 leviers. Le premier, c'est l'alimentation et l'agriculture. Je trouve qu'on parle beaucoup dans la transition écologique de l'énergie, de l'efficacité énergétique, voilà, changer l'électricité dans votre appartement, etc. Mais on oublie vraiment le coût environnemental et en eau de la viande et les souffrances inouïes infligées à des êtres sentients dont la vie est pour eux aussi importante que la vôtre l'est pour vous. Et je trouve qu'on ne donne pas aussi aux personnes les moyens de manger de manière plus en végétalisant leur alimentation. Il faudrait que vraiment que du berceau à l'Élysée, en passant par toute la restauration collective, les prisons, il y a des plats végétaliens, une éducation à cela, et qu'on sorte de ce déni, parce que vraiment l'alimentation, moi je me suis beaucoup interrogée, j'ai travaillé dans le passé, j'ai même fait un livre sur les nourritures, pour ne pas parler de ressources, pour insister sur le fait que tout ce dont je vis, qui est naturel et culturel, nourrit aussi ma vie, lui donne une saveur ou pas, et que c'est les aliments, mais c'est tout, les paysages, c'est pas seulement des stocks de ressources, une valeur instrumentale, mais aussi l'alimentation en particulier, qui permet aussi de penser que notre existence n'est pas seulement projet, elle est liée à l'incorporation, c'est quand même une dimension très importante de la réceptivité. Et quand je mange, manger, c'est un dire, je dis la place que je confère aux autres, humains et autres qu'humains, au sein de mon existence. Je dis si pour avoir un peu de plaisir et reconstituer mon énergie, je dois faire couler le sang des bêtes et de les abattre même à un âge dans des conditions actuelles où là, la dimension démographique compte, parce que quand on était 1 milliard encore, la réponse à la demande en viande quotidienne, c'était sans doute les vaches qui sont dans les champs. Aujourd'hui, c'est l'élevage intensif, qui est pour moi lié à cette culture de mort que nous avons installée et qui est liée elle-même au déni de la mort. Nous faisons, en assassinant sans cesse les bêtes, et en déniant, justement, en ne regardant pas cela, nous les altérisons. Elles sont bonnes à manger, à mourir, et pas nous. Donc c'est aussi, ça participe de ce déni de la mort qui est au cœur du déni du réel et qui aggrave ces stratégies de défense dont je parlais tout à l'heure et qui explique vraiment le mal vers où nous allons. C'est pourquoi la question animale, importante pour elle-même et pour eux, revêt une dimension stratégique. Il n'y aura pas de sortie de ce modèle de développement destructeur et de notre déshumanisation si nous ne prenons pas au sérieux la souffrance animale. Là, je suis tout à fait en accord avec Mathieu Ricard. Le deuxième point, j'irai plus vite, c'est l'éducation. Un auteur que j'adore, un juif allemand assiégé parce qu'il lui est arrivé dans les années 30 en Allemagne, ouvre un texte qui est malheureusement pas traduit, Erziehung nach Auschwitz, l'éducation après Auschwitz, première phrase, l'exigence première de l'éducation, c'est de rendre impossible Auschwitz. Auschwitz, le retour d'Auschwitz. Auschwitz n'étant pas seulement un événement, étant aussi le mot, dans son texte, d'une barbarie. C'est-à-dire, comment faire, parce qu'un enfant n'est pas barbare, on le devient. Et on le devient comment ?
moi, plus va, plus je m'interroge, parce qu'après avoir proposé des projets tout à fait exigeants, le comment s'est imposé à moi. Comment on fait pour avoir la considération et surtout, pourquoi on ne l'a pas? Quelles sont les structures sociales, économiques, les worldviews qui font que les êtres aujourd'hui sont particulièrement vulnérables à la violence, c'est-à-dire aux solutions autoritaires, totalitaires du politique et à l'agressivité. Pourquoi? Donc quel ressort et comment faire pour trouver des contrepoids? Parce que l'humain, je disais tout à l'heure, il est compliqué, voire ambivalent, et que justement les lois, mais aussi l'éducation, doivent à la fois appuyer sur ces leviers formidables, et quand on cesse d'aimer l'humanité, alors tout est possible, et le cynisme et tous les vices sont presque, enfin, sont célébrés même, mais en même temps il faut non pas dresser l'humain, mais l'amener à développer ce qui est bien en lui. Et je finirai par cette réflexion de Kant. Kant dit il y a un mal radical en l'homme, mais il y a une disposition au bien. Tout se passe comme si le mal était facile, mais en même temps nous éloigner de nous-mêmes, et que le bien, fallait aller le chercher un peu, mais une fois qu'on va le chercher, eh bien, les êtres se sentent alignés. Et en fait, la culture, c'est ça. La culture, c'est permettre des sublimations non répressives. Mais aujourd'hui, de l'école à l'université, c'est « pousse-toi que je m'y mette », c'est les vices privés, la compétition, le narcissisme qui sont justement mise en avant. Donc il y a une contradiction. Quelle école, quelle éducation, quelle culture peut rendre possible ce que nous disons? Voilà. Et pour l'instant, on s'en occupe pas assez. Merci Corinne. Et pour clôturer ce tour sur le comment, avant de vous passer la parole pour un petit temps de questions-réponses, je me retourne vers toi, Jean-Pierre, puisqu'il y a une synchronicité un peu dingue qu'il a à vous raconter, je crois. Oui, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, parce qu'on a préparé cette table ronde avec Vincent et les différents intervenants, et en ce moment je suis en train de relire le roman qui sortira en août, et je lisais un passage que j'avais écrit en août qui se passe dans cette salle à l'UNESCO. Et dans cette salle à l'UNESCO, il révèle la charte d'Homo Bioceris, qui est en fait un appel aux vivants et au destin commun des vivants. Donc je vais vous lire ce passage, et juste pour le contextualiser, pour faire naître cette idée d'Homo Bioceris, qui pourrait être un organe de la biosphère, et ce collectif qui pourrait nous réunir, il décide de faire une grande expérience d'intelligence collective et de demander à tous les humains qui penseraient des rôles et des fonctions de l'humanité. Parce qu'un organe, il se définit par rapport au corps par ses fonctions. Le foie, par exemple, est un organe multifonctionnel qui a un rôle immunitaire, un rôle endocrinien, un rôle aussi de désintoxication. Donc, quels sont les rôles de l'humanité? C'est-à-dire, quelles sont nos fonctions vis-à-vis du vivant? Quelles sont les grandes fonctions qu'on pourrait servir et autour desquelles l'économie pourrait s'aligner? Et donc, ils interrogent toutes les cultures, tous les peuples, l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, des peuples avancés, des peuples premiers, mais aussi les enfants, parce que les enfants ont un grand rôle. Et dans le livre, c'est des enfants qui lisent cette charte d'Homo Bioceris qui est en 10 missions. Donc, je vais me substituer à ces enfants et je vais vous lire ce texte, qui est la synthèse de ces contributions. Charte universelle d'Homo Bioceris. Préambule. Nous, Homo sapiens, conscients de notre place dans la trame du vivant, affirmons notre engagement à devenir Homo Bioceris, un être collectif pleinement intégré et actif au sein de la biosphère. Reconnaissant que notre destin est lié à celui de tous les êtres vivants et à l'équilibre fragile de la Terre, nous assumons pleinement notre rôle d'organe de la biosphère, Gaïa, dont nous reconnaissons l'existence. Conscients de nos erreurs passées, convaincus de l'urgence des crises humaines et environnementales, animés d'une volonté de nous unir et de nous élever, nous déclarons qu'il est temps d'évoluer d'Homo sapiens vers Homo Bioceris, humanité unie, gardienne et nourricière de la vie, incarnée par le Petit Prince. Dans cet esprit de responsabilité, d'harmonie et de sagesse, nous proclamons les 10 missions fondamentales de l'organe que nous constituons. Elles guideront notre action collective et notre métamorphose par la Révolution bleue. Mission numéro 1, prendre soin de la biosphère.
Homo Biosphéris proclame qu'il appartient à la biosphère. Il s'engage à en préserver, régénérer et honorer les écosystèmes. Il veille à la pureté de l'air, de l'eau et des sols et agit en gardien de la biosphère. Chaque État, région, ville, entreprise et individu doit assumer cette responsabilité sur son territoire, à commencer par celle de remédier aux erreurs passées. Mission numéro 2, veiller à l'harmonie, la santé et l'épanouissement humain. Homo Biosphéris reconnaît en chaque être humain le reflet de l'unité du vivant. Il œuvre pour que tous puissent vivre dans la dignité, la liberté et la santé, en harmonie avec autrui. Il favorise le maintien d'un cadre propice à l'épanouissement et au développement du potentiel de chacun, dans le respect des écosystèmes et des limites planétaires. Mission numéro 3, garantir la prospérité de tous les êtres vivants. Homo Biosphéris considère chaque forme de vie comme essentielle à l'équilibre de la biosphère. Il respecte leurs valeurs intrinsèques, préserve la diversité des écosystèmes et veille à une prospérité partagée entre humains, animaux, végétaux et autres organismes, en privilégiant dans chaque décision une vision à long terme au bénéfice de l'ensemble de la biosphère. Mission numéro 4, celle-là, elle va plaire à Mathieu Ricard, s'émerveiller. Homo Biosphéris reconnaît la beauté du monde, il cultive l'émerveillement et la contemplation, source de gratitude, de créativité et de lien profond avec la Terre. Il honore le miracle d'être vivant et d'appartenir à cette planète extraordinaire. 5. Vivre en résonance et créer de la beauté. Homo Biosphéris s'accorde au rythme du vivant et de l'univers. Il célèbre l'harmonie et les cycles de la nature. Il est à l'écoute de l'impact de ses décisions sur le reste de la biosphère. Il transforme chaque action en un geste créateur de beauté et porteur de sens. Mission 6, faire circuler l'amour. Homo Biosphéris sait que l'amour est l'énergie vitale de l'existence et que son absence a été à l'origine de nombreux maux. Il nourrit cet amour, le partage et le fait rayonner, créant ainsi un réseau d'entraide, de confiance et de compassion, propice à l'évolution de tous. Mission numéro 7, comprendre et enrichir le monde matériel. Homo Biosphéris s'inscrit dans le grand mouvement de l'évolution qui façonne le réel. Il observe, étudie et approfondit ses connaissances, que ce soit en sciences, en technique, en art, pour comprendre la Terre, mais aussi l'univers qui nous entoure. Il enrichit le monde matériel de ses créations, en veillant à ce qu'elles contribuent à l'avancement du savoir et bénéficient à l'ensemble de la biosphère. Mission 8, se connecter au mystère du monde immatériel. Homo Biosphéris reconnaît que l'univers est pétri de matière, mais aussi de conscience. Il explore les dimensions indivisibles, respecte la pluralité des croyances et accueille l'inconnu comme une source de sagesse et d'évolution. Mission 9, explorer le cosmos et disséminer la conscience. Homo Biosphéris porte son regard au-delà de la Terre vers l'infini du cosmos. Il explore non pour conquérir, mais pour comprendre et intégrer les lois qui unissent toute existence. Il s'efforce à chercher d'autres formes de vie et à disséminer la conscience dans l'univers, tout en préservant l'intégrité de la biosphère. Mission 10, la dernière, protéger la biosphère des dangers spatiaux. Homo Biosphéris est conscient de l'existence de menaces venues de l'espace, notamment les collisions avec des astéroïdes. Au nom de toutes les espèces, il développe des stratégies et agit comme protecteur de la biosphère. La conclusion, en proclamant ces missions, nous posons les bases d'Homo Biosphéris, une humanité unie, assagie avec elle-même et dévouée à la vie. Ces principes guideront nos pensées, nos paroles et nos actes pour écrire ensemble la plus belle des histoires d'amour avec la biosphère. C'est émouvant de lire ça ici, alors que dans le livre, c'est ici. Donc, je crois que je ne sais plus si je suis dans la fiction ou la réalité, mais c'est tout l'intérêt, quoi. Merci Jean-Pierre de nous partager ça, de nous donner la primeur de cette charte. Ok, je vous propose qu'on prenne juste une respiration ensemble et profiter de ce temps pour laisser peut-être émerger une question pour nos intervenantes et intervenants. Et merci, super. Juste un point de cadrage, s'il vous plaît, parce que je sais qu'après ce type d'échange, on a très envie de donner son avis, de partager nos opinions. Et l'intention de ce temps, c'est vraiment de poser des questions de clarification pour entendre nos intervenants. Donc merci de veiller à ça. Il y avait une question par là-bas, ici aussi. Merci beaucoup, merci pour vos propos et immense gratitude pour aussi ce que vous apportez au monde.
Quand on dit qu'on est écolo, c'est un gros mot, c'est mal vu. Quand on dit qu'on est féministe, quand les émotions en entreprise, pareil, c'est un gros mot. Et alors la spiritualité, c'est la cerise sur le gâteau. Je voudrais vous demander, dans cette période de chaos, est-ce que vous voyez une note d'espoir? Est-ce que ça peut être un chaos créateur d'une nouvelle ère plus spirituelle potentiellement? Et est-ce que vous voyez, vous, parmi les personnalités que vous côtoyez, une évolution parmi les dirigeants, qu'ils soient économiques ou politiques, parmi ceux qui ont le pouvoir, entre guillemets? Merci. Oui, je veux bien répondre à votre question. Je vais essayer d'être brève. Pour moi, il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. L'espérance, c'est pas forcément le désir, le vœu de voir ses désirs personnels se réaliser, et c'est pas forcément l'optimisme, c'est même le contraire, lequel optimisme peut être le masque du déni. C'est la capacité à voir dans le chaos du présent et en dépit de toutes les difficultés, les signes avant-coureurs, parfois faibles, de quelque chose qui peut, encore une fois, malgré tout, ouvrir l'avenir. Et je crois que le désir de beaucoup de personnes de changer de vie, l'intérêt pour des générations, des plus jeunes notamment, mais pas seulement, pour le sort des animaux, pour l'écologie, le féminisme, qui est quand même le vœu d'un rapport aux autres qui ne soit pas de domination, tout cela, même si ce n'est pas forcément tonitruant, et si aujourd'hui il y a des forces contraires particulièrement armées, eh bien tout cela dessine quand même un mouvement qu'il s'agit d'accompagner. Et je crois qu'il s'agit d'accompagner, mais même on a le devoir de faire en sorte, chacun où on se trouve, même à un niveau très modeste, et individuellement c'est toujours modeste, de l'accompagner, d'attester l'importance de ce mouvement-là, de ces signaux avant-coureurs qui existent, parce que la plupart du temps, c'est ce qui ne va pas qu'on met en avant, et les actions qui réparent le monde ça et là ne sont pas, on ne braque pas les projecteurs dessus. Le courage aujourd'hui consiste à tenir bon et à continuer à attester l'importance de cela en dépit de tout. Sinon, on se gargarise, enfin on se paye de mots, avec espoir, avec tout ce que vous voulez, et on donne des aliments, du grain à moudre, enfin on donne de la nourriture à ceux qui empoisonnent les esprits, les institutions, et on n'en a pas besoin de nommer les noms, on en voit. Merci. Je suis convaincu que Mathieu ou Jean-Pierre auraient plein de choses à dire à ce sujet, mais je propose plutôt de prendre une autre question et voilà, qu'on vous donne du temps. Bonjour, merci beaucoup pour ces échanges. Alors moi, je voudrais malheureusement un peu retomber sur terre sur le comment. Parce que j'ai lu en 2020 Covid-19, la grande réinitiation de Klaus Schwab qui dit que l'humain n'est pas raisonnable et donc en gros son projet c'est, et il écrit, donc c'est gratuit sur internet, je vous propose de lire, c'est très intéressant. Donc lui son projet c'est de dire l'humain n'est pas raisonnable, il faut mettre sous crédit social comme en Chine. Et à côté de ça, on a des instances supranationales vers lesquelles il nous pousse, sauf que ces instances supranationales, on le sait quand on se renseigne, elles sont corrompues, il y a plein de lobbies. Et donc, le problème est le suivant. Aujourd'hui, par exemple, on sait que les États-Unis sont sortis de l'OMS. Donc, l'OMS, aujourd'hui, qui finance, c'est les Gavi ou Bill et Melinda Gates qui dit, moi, pour $1 dans les vaccins, j'en ai récupéré 25. Ils veulent quoi? Que la vaccination se répande. Et l'UE, aujourd'hui, veut la guerre, ce qui est un non-sens. On a fait l'UE pour qu'il n'y ait pas la guerre. Donc, on est pris, nous, humains. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est pris, nous, humains, parce qu'on est sur le vivant. On est pris entre deux choses contradictoires. Moi, je ne suis pas d'accord avec Klaus Schwab. Je ne pense pas du tout que l'individu pense qu'à sa gueule. Au contraire, on est là pour le prouver. Mais on est pris, nous, humains, entre cette argumentation que j'ai déjà entendue ici en conférence, de dire c'est les instances qui vont nous protéger, mais on se rend compte que non, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir dans ces instances. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on s'en sort, nous, humains, entre ces deux informations. Vous n'êtes pas raisonnable, on vous met sous crédit social, et il faut s'en remettre à des instances qui, elles, sont malheureusement corrompues par des lobbies. C'est ça la question. C'est le drame dans lequel moi je me trouve aujourd'hui dans cette réflexion. Merci encore.
La seule manière de vous répondre, c'est de vous dire qu'il n'y a pas que ces gens-là dans le monde, il y a plein d'autres gens qui sont dans cette salle et ailleurs qui pensent différemment. Et ce qu'il faut, c'est nourrir justement toutes ces graines qui sont en émergence, qui sont des graines de nouvelles institutions. Il y a des tas de pays, des tas de villes, des tas d'entreprises qui incarnent autre chose que ça, et de se focaliser sur certains types de projets qui ne sont pas, comme le disait Mathieu Ricard, des solutions pour l'humanité. Je pense que plus on se focalise sur ces gens-là, moins on nourrit l'espoir, l'espérance et les forces de vie qui nous traversent de partout, quoi. Merci. Ok, on va prendre encore peut-être une, voire deux questions. C'est par là-bas. Oui, ma question, elle porte sur les leviers. J'ai en tête une citation de Wilson, qui est celui à qui on prête la paternité du mot de biodiversité. Et il avait dit le drame de l'humanité, c'est le fait qu'on a des émotions qui datent du Paléolithique, on a des institutions qui datent du Moyen-Âge et une technologie de demi-dieu. En fait, c'est simplement de mettre en perspective ces évolutions historiques qui sont en décalage et qui provoquent la crise qu'on connaît. Et moi, je me demandais si on n'avait pas un levier, justement, sur ces institutions, parce qu'on a beaucoup de mal à porter ces questions dans le débat public. Et moi, je travaille à l'OEB et je suis assez bien placé pour témoigner avec l'actualité récente. Merci. Mathieu, je vous vois hocher de la tête. Oui, effectivement. Un philosophe que je respecte beaucoup, André Comte-Sponville, me disait, mon cher Mathieu, ce n'est pas les individus qui changent, c'est les institutions. Nous sommes les mêmes que les Grecs. Aristote est en faveur de l'esclavage, maintenant c'est une abomination. Et nous n'avons pas changé, mais les institutions ont changé. En fait, en y réfléchissant bien, ça rejoint un concept très intéressant de l'évolution des cultures, qui vont plus vite que nos gènes. Parce que les gènes, effectivement, ils n'ont pas changé depuis 50 000 ans, à part un gène sur le lactose, c'est insignifiant. Par contre, si aujourd'hui nous grandissons dans une culture où l'esclavage est considéré comme une abomination dès notre plus jeune âge, nous allons être complètement formés dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que non seulement notre cerveau, avec la neuroplasticité, l'épigénétique, tout ça, nous serons des êtres humains différents. Et donc, finalement, cette évolution des cultures se perpétue de génération en génération et se transforme par l'éducation. Et c'est pour ça que, finalement, pour changer une société, il faut quand même changer les individus. Si vous voulez faire un beau parterre de fleurs, vous ne dites pas en mettant 10 000 fanés, ça sera beau. Il faut que chaque fleur soit effectivement fraîche et belle. Et donc, à un moment donné, il y a des idées fortes qui s'imposent. Par exemple, l'abolition de l'esclavage à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. 10 personnes sages l'ont proposé et tout le monde a hurlé en disant « vous êtes fous, l'Empire britannique va économiquement s'écrouler, etc. » 10 ans plus tard, cette idée s'imposait avec tellement de force que l'esclavage a été aboli. Donc parfois, il y a des points de bascule dans les cultures qui font que, avant, au XIXe siècle, on disait la guerre, elle creusait des civilisations, à part quelques fous furieux, on ne dit plus ça, tout le monde dit que c'est une abomination, même si on continue. L'abolition du tabac, du tabagisme, en gros, l'attitude vis-à-vis de la protection de la nature, tout ça change au fil des générations. Et c'est ça qui permet de changer plus vite. Et finalement, quand les individus changent et atteignent une certaine masse critique, ils changent eux-mêmes les institutions. Et ça, c'est un acquis pour les générations d'après. Donc, les changements d'individus et d'institutions, ou de culture, de sociétale, sont comme les deux lames d'un couteau qui s'aiguisent l'une l'autre mutuellement et qui vont donc ensemble, et on peut espérer aller vers une société plus altruiste. Effectivement, il faut être optimiste, viser sur la coopération. Vous avez cité Hannah Arendt et parlé de la banalité du mal. Moi, j'ai bien parlé de la banalité du bien, à savoir que la plupart du temps, la plupart des 8 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes tellement attirés par les nouvelles, absolument des événements barbares qui se produisent sur différents endroits de la planète, parce que ce sont des comportements extrêmes, déviants, qui ne correspondent pas à notre véritable nature humaine. Et c'est pour ça qu'ils attirent notre attention et qui mobilisent finalement les médias. Je voulais juste dire une fois, j'ai été amené j'étais dans le temps où je faisais le clown à droite à gauche, amené sur un plateau de télévision, on m'a dit, pouvez-vous commenter les 5
titre de l'actualité. Alors j'ai regardé, c'était que des mauvaises nouvelles. J'ai dit, il y a quand même des très belles choses qui se font dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de ça un petit peu? Donc voilà, il ne faut pas tomber dans le syndrome du mauvais monde. Il faut garder confiance dans l'humanité, redonner confiance dans notre humanité commune, la chérir, revaloriser l'autre. Vous avez parlé des mécanismes qui font qu'on massacre les animaux et les humains aussi. C'est la dévalorisation. Les dictateurs traitent les êtres humains, les dévalorisent, les déshumanisent en cancrelats, en peste, en vermine. Et nous réifions les animaux en machines à faire des saucisses. Et du coup, ça nous permet effectivement de commettre des massacres de masse qui sont absolument impensables au point de vue éthique. La morale a progressé, mais il reste encore un immense fossé à combler. Donc voilà, en quelques mots, je voulais réagir à cette question. Merci. Je propose qu'on applaudisse cette belle réponse. Alors, je vois toutes ces mains levées et je ressens un peu de malaise à vous dire que nous allons clore ce temps de questions-réponses maintenant, avant de poursuivre par donc une expérience. Je vais proposer du coup d'applaudir nos intervenants qui vont rejoindre leur chaise pour l'expérience. Voilà, donc ils restent avec nous, mais se mettent plutôt finalement dans l'espace pour profiter de l'expérience également. Donc pour poursuivre cet appel à destin commun, je vous propose qu'on prenne un temps finalement d'intégration ensemble. On a beaucoup utilisé nos têtes, et donc je vous propose qu'on prenne un temps pour faire un chemin incroyable de notre tête jusqu'à notre cœur. Voilà, et ça va commencer par déjà finalement lâcher tout ce que vous avez dans vos mains. Si vous avez des ordinateurs, de les fermer, de poser votre téléphone dans votre poche, de décroiser les jambes également pour poser les pieds bien à plat au sol. Voilà. Et je vous propose de prendre une grande inspiration et à l'expiration de fermer les yeux. Voilà. Et de respirer profondément. Portez votre attention sur la sensation de vos pieds au contact du sol. Et sentez cette terre qui vous porte. Sentez qu'à quelques mètres en dessous de vous, sous les fondations de l'UNESCO se trouve la terre. Un sol traversé de racines discrètes, de micro-organismes invisibles qui transforment et régénèrent. Et plus profondément encore, la roche calcaire. L'empreinte d'une mer disparue, il y a des millions d'années, peuplée de coraux, d'ammonites, de créatures marines, dont les fossiles reposent toujours juste en dessous de vous. Ici même, avant les immeubles, avant les rues, ces sols ont été foulés par d'autres vies humaines. Ici, des générations ont marché, construit, rêvé. Des mains ont travaillé cette terre, l'ont cultivée, l'ont nourrie. Même sous les pierres, leurs traces vibrent encore dans la mémoire du sol. Sentez, au-dessus de vous, la lumière s'infiltre entre les branches. Les arbres réveillent leurs bourgeons, la sève monte, les premières feuilles s'étirent, prêtes à recevoir l'énergie du soleil.
Autour de la vie s'active, les oiseaux chantent, les insectes explorent, les fleurs se préparent à éclore. Et vous, vous êtes là, entre ciel et terre, vivant, vivante, parmi les vivants. Inspirez profondément. Et à chaque expiration, laissez votre corps se déposer encore un peu plus dans ce siège. Relâchez les tensions, notamment sur votre visage. Détendez votre front, lâchez la mâchoire. Sentez votre corps tel qu'il est à cet instant. Peut-être ressentez-vous le poids de la fatigue sur vos paupières. Peut-être que des tensions sont nichées dans vos épaules. Peut-être sentez-vous les marques laissées par les épreuves de la vie. Chaque douleur, chaque cicatrice raconte votre histoire. Prenez un instant pour remercier votre corps. Remerciez-le pour chaque printemps qui vous a permis de vivre, pour chaque battement de cœur qui vous a porté à travers les saisons, pour chaque souffle, chaque mouvement qui vous a permis d'exister pleinement. Merci. Remerciez votre corps pour chaque matin qu'il vous offrira encore avant un jour de retourner à la terre. Merci. Prenez un moment maintenant pour honorer toutes celles et ceux qui ont pris soin de vous, celles et ceux qui à un moment vous ont nourri, protégé, aimé. Vos parents, vos amis, ceux qui vous ont soutenus dans les moments sombres et ceux qui ont partagé votre joie dans la lumière. Merci. Et merci à chaque être qui contribue à notre existence. Chaque arbre, chaque forêt, chaque océan, grâce à qui nous respirons. Chaque grain de blé, chaque fruit, chaque feuille qui nourrissent nos corps. Chaque animal, visible ou invisible, qui contribue à l'équilibre du vivant dont nous faisons partie. Sentons notre lien puissant à ce grand réseau du vivant. Et à votre rythme, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux et regardons-nous. Je suis ce que je suis, parce que vous êtes ce que vous êtes. Goûtons notre interdépendance, cette danse infinie entre donner et recevoir, entre vivants humains et non humains. Nous sommes la biosphère.
Allez, ouvrez vos bouches. Allez. Les amis, je fais le vœu que vous repartiez chacune et chacun avec cette vibration et qu'on se mette en mouvement une fois sorti de cette salle. Merci à chacune et à chacun d'avoir participé à ce moment. Je voudrais remercier Yann Arthus Bertrand et la Fondation Good Planet qui m'ont prêté les images des magnifiques portraits que vous avez vus dans cette vidéo. Je voudrais remercier Mathieu Ricard, dont vous avez pu voir les photos issues de son livre L'émerveillement. Et puis, bien sûr, cette planète qui est issue du projet One Home de Jean-Pierre Gou, donc, que je vous invite à retrouver sur le site internet de l'ONG. On peut les applaudir, merci. Merci pour eux. Je voudrais du coup à nouveau remercier nos intervenantes et intervenants, Corinne Pelluchon, dont vous pourrez retrouver... Merci Corinne. Dont vous pourrez retrouver à la librairie de l'événement le livre « L'être et la mer pour un existentialisme écologique », donc paru aux éditions aux Presses universitaires de France. Son dernier livre, « La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin », paru la semaine dernière, on peut le trouver sûrement dans toutes les bonnes librairies, n'est-ce pas? Jean-Pierre Gou, le tome 1, donc merci. Le tome 1 de La Révolution bleue est également à la librairie, paru chez Erol. Et Mathieu Ricard, merci Mathieu, qui doit être encore en ligne. Vous pourrez
retrouver à la librairie le livre Plaidoyer pour le vivant, paru aux éditions Bouquin en 2023, et qui, comme chaque livre de Mathieu Ricard, l'intégralité des droits sont reversés à l'association humanitaire Karuna Sechen. Merci Mathieu pour ça. Et c'est le temps de conclure cette table ronde et je vous propose de nous reconnecter au message de Saint-Exupéry, le philosophe du lien, hein, comme nous rappelait Olivier Daguet en introduction, car finalement son message résonne fort avec le contenu de cette table ronde, avec cet appel à destin commun, une invitation à recréer du lien entre les vivants, à commencer par son propre corps, du lien entre les êtres humains et les autres qu'humains, et se mettre en mouvement ensemble, en prenant soin de chacun. Je nous invite à ça. Merci et belle suite de journée.